Je me suis assis à la table du dîner le 15 mars, regardant ma famille faire la fête alors que mon 22e anniversaire passait complètement inaperçu. Maman avait préparé les lasagnes préférées de Jake parce qu'il avait été accepté en faculté de droit ce matin-là. Papa a levé son verre de vin, rayonnant de fierté en portant un toast à la réussite de mon jeune frère. La lumière dorée du lustre de notre salle à manger semblait parfaitement mettre Jake en lumière tandis que je restais invisible dans l'ombre. Puis est venu le moment qui a tout fait voler en éclats. Papa a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti un écrin de velours contenant une montre Rolex vintage, le plaçant directement devant Jake. « Elle appartenait à ton grand-père », annonça fièrement papa. « Tu l'as bien mérité. » Pas une seule personne ne s'est souvenu que c'était censé être ma journée spéciale. 2 jours s'étaient écoulés depuis que j'avais fait mes bagages dans ma Honda Civic et que j'avais quitté la maison de banlieue de Beaverton où j'avais passé 22 ans à être un fantôme. Marcus a ouvert la porte de son appartement du centre-ville de Portland avec une inquiétude sincère gravée sur son visage, quelque chose que ma propre famille ne m'avait jamais montré. Le studio exigu aux murs de briques apparentes semblait plus accueillant que la maison de 4 chambres que j'appelais mon foyer. « Mec, tu peux squatter ici aussi longtemps que tu veux », a dit Marcus, enlevant des bandes dessinées de son canapé futon. « Mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu avais l'air anéanti quand tu m'as envoyé un texto. » J'ai laissé tomber mon sac de sport sur le parquet et me suis enfoncé dans les coussins usés. Tout ce que je possédais tenait dans 2 sacs et une boîte en carton. 22 ans d'existence réduit à si peu que cela remplissait à peine la zone de la table basse de Marcus. Ils ont oublié mon anniversaire, ai-je commencé, ma voix se brisant malgré mes efforts pour paraître calme. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. J'ai réfléchi à tout et je commence à voir des schémas que j'ignorais auparavant. Marcus a attrapé 2 boissons énergisantes dans son mini-réfrigérateur et s'est installé dans sa chaise de bureau, m'accordant toute son attention. C'était déjà plus de considération que ma famille ne m'en avait offerte depuis des mois. Jake a eu une BMW toute neuve pour son 16e anniversaire, ai-je continué, les souvenirs revenant avec une clarté douloureuse. Tu te souviens que papa a dit que c'était parce que Jake s'était montré responsable. Je cumulais 3 emplois à 19 ans juste pour acheter ma Honda déglinguée, et ils ont agi comme si c'était normal, comme si je devais être reconnaissant de l'opportunité de galérer. Je me suis toujours posé la question, a admis doucement Marcus. Ton frère semblait tout avoir sur un plateau tandis que tu te démenais sans arrêt. La prise de conscience m'a frappé comme une douche froide. Même mes amis avaient remarqué la disparité, mais j'étais trop immergé dans la situation pour la voir clairement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler de vieilles photos. Marcus s'est penché pour regarder l'écran. Regarde ça, ai-je dit, m'arrêtant sur une photo de Noël d'il y a 3 ans. Tout le monde est rassemblé autour de Jake qui ouvre son ordinateur portable en cadeau. Je suis littéralement coupé du cadre sur le côté droit. On voit à peine la moitié de mon épaule. Marcus a pointé une autre photo de ma remise de diplôme du lycée. Et là, Jake se tient entre tes parents pendant que tu es sur le côté, comme une pensée après coup. Norton, c'est vraiment tordu. J'ai continué à faire défiler, trouvant schéma après schéma. L'annonce de l'acceptation de Jake en faculté de droit avait 64 j'aime sur la page Facebook de maman. Ma promotion au poste de directeur adjoint chez Circuit Central le mois dernier n'avait même pas été mentionnée. Les réussites de Jake couvraient le réfrigérateur comme du papier peint tandis que mes certificats d'employé du mois avaient été discrètement retirés pour faire de la place. Il y a plus, ai-je dit, en ouvrant mon ordinateur portable et en me connectant à mon ancien compte Gmail. Je nettoyais mes emails hier et j'ai trouvé quelque chose qui n'a pas de sens. Marcus a rapproché sa chaise alors que je naviguais vers un dossier intitulé « Truc de fac » que je n'avais pas ouvert depuis 3 ans. À l'intérieur se trouvait une pièce jointe PDF que j'avais complètement oubliée. Quoi ? Université de Stanford, a lu Marcus par-dessus mon épaule. Norton Williams, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour notre programme de bourse d'excellence académique. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je fixais l'écran, mes mains tremblant légèrement alors que je cliquais pour ouvrir le document complet. L'offre de bourse était datée du 20 mars, il y a 3 ans, juste 5 jours après mon 19e anniversaire. Elle couvrait 40% des frais de scolarité et incluait une inscription prioritaire au cours. Je n'ai jamais vu cet email, ai-je murmuré. Je me souviens avoir postulé à Stanford sur un coup de tête, mais quand j'ai demandé à mes parents s'ils avaient eu des nouvelles des universités, ils ont dit que je n'étais pas fait pour les études. Papa m'a dit que je devrais plutôt me concentrer sur l'apprentissage d'un métier.
Marcus a attrapé mon épaule. Norton, vérifie le fil de l'email. Voici il y a des réponses. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai trouvé ce qui m'a fait tomber l'estomac. Il y avait une réponse envoyée depuis mon compte 3 jours après l'arrivée de l'offre de bourse. Le message déclinait poliment la bourse, indiquant que j'avais décidé de poursuivre une formation professionnelle à la place et que je ne fréquenterais pas l'université. Je n'ai jamais écrit ça, ai-je dit, ma voix à peine audible. Je n'ai même jamais vu l'email original. Quelqu'un d'autre a répondu en utilisant mon compte. La trahison était plus profonde qu'une simple négligence. C'était un sabotage actif de mon avenir, une manipulation délibérée déguisée en conseil parental. Pendant que Jake était préparé pour le succès, j'étais systématiquement poussé vers la limitation. Marcus s'est levé et a arpenté son petit espace de vie. Nous devons savoir qui avait accès à ton compte de messagerie il y a 3 ans. Mes parents, ai-je répondu immédiatement. Ils ont configuré tous mes comptes au lycée et ont insisté pour garder les mots de passe pour des raisons de sécurité. J'étais trop confiant pour le remettre en question. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté dévastatrice. Chaque fois que j'avais exprimé un intérêt pour l'enseignement supérieur, j'étais redirigé vers un emploi immédiat. Chaque réussite scolaire était minimisée, tandis que les notes médiocres de Jake étaient célébrées comme exceptionnelles. J'avais été conditionné à croire que j'étais le frère le moins capable, alors que les preuves suggéraient le contraire. Il y a autre chose, ai-je dit, en ouvrant un autre dossier de mai. Je viens de me souvenir d'avoir été refusé pour une aide financière quand j'ai finalement essayé de postuler au Community College l'année dernière. Ils ont dit que mon score de crédit était trop bas, mais je n'avais jamais eu de carte de crédit. Marcus s'est rassis, son expression devenant plus sérieuse. Norton, tu dois consulter ton rapport de solvabilité immédiatement. Quelque chose ne va vraiment pas ici. Alors que je me connectais au site web gratuit de surveillance du crédit, mon téléphone a vibré avec un SMS. C'était de maman. Chérie, Marcus nous a envoyé ton adresse. J'ai quelques-unes de tes vieilles affaires dans une boîte. Je les déposerai demain après-midi pendant que tu seras au travail. Elle prévoit déjà de venir ici sans demander la permission, ai-je dit à Marcus, en lui montrant le message. Et comment connaît-elle mes horaires de travail? Parce qu'elle a suivi ta vie tout en prétendant ne pas s'en soucier, a répondu sombrement Marcus. C'est bien plus calculé que je ne le pensais. Le rapport de solvabilité s'est chargé sur l'écran de mon ordinateur portable, et ce que j'y ai vu a confirmé mes pires craintes. Il y avait en effet un compte de carte de crédit à mon nom, ouvert il y a 3 ans, avec un solde actuel de $8,400. L'historique des paiements montrait plusieurs paiements en retard et 2 paiements manqués, détruisant mon score de crédit. Je n'ai jamais demandé cette carte, ai-je dit en pointant l'écran. Regarde l'adresse de facturation. C'est la maison de mes parents, mais je n'y vivais pas quand elle a été ouverte. Je louais ce studio sur Division Street pendant mon année sabbatique. Marcus s'est penché en avant pour lire les détails plus attentivement. Les premières charges sont toutes dans des magasins près de la maison de tes parents, Best Buy, Target, Nordstrom. On dirait des achats pour la préparation de l'université. La préparation de l'université de Jake, ai-je corrigé, le tableau complet devenant horriblement clair. Ils avaient utilisé mon identité pour financer le style de vie de Jake tout en détruisant mon avenir financier. C'est pourquoi je ne pouvais pas obtenir de prêts étudiants ou d'aide financière. J'avais déjà l'air d'un risque de crédit incapable de gérer des paiements de base. La manipulation allait bien au-delà du favoritisme. C'était une fraude financière commise par les personnes qui étaient censées me protéger et me soutenir. Ils avaient systématiquement volé mes opportunités tout en se positionnant comme des parents aimants qui reconnaissaient simplement les différentes forces de leurs enfants. Marcus a attrapé un carnet et a commencé à écrire. Nous devons tout documenter. La fausse réponse par email, la carte de crédit non autorisée, la bourse dont tu n'as jamais eu connaissance. Ce n'est plus seulement un drame familial, Norton. C'est une affaire juridique sérieuse. J'ai ressenti un étrange mélange de validation et de dévastation. Comprendre enfin que je n'étais pas fou ou trop sensible m'a soulagé. Mais la profondeur de la trahison était accablante. 22 ans à croire que j'étais le problème, la déception, le fils le moins digne, alors que la réalité était complètement différente. Il y a une dernière chose que je veux vérifier, ai-je dit, retournant à mes emails et cherchant toute correspondance d'autres universités. S'ils avaient intercepté l'email de Stanford, peut-être y en avait-il d'autres. Effectivement,
Enfouis dans mon dossier de spam se trouvaient des avis de rejet automatisés d'universités auxquelles je n'avais jamais réellement postulé, mais aussi des lettres d'acceptation de l'Oregon State University et de la Portland State University que je n'avais jamais vues auparavant. Quelqu'un avait géré tout mon processus de candidature à l'université à mon insu. Accepter certaines candidatures et en refuser d'autres sur la base de critères dont je ne faisais pas partie. Il contrôlait tout ton avenir, dit doucement Marcus. Prenant des décisions sur ta vie tout en prétendant te laisser choisir ton propre chemin, au fil de la soirée, nous avons compilé une liste de preuves qui dressait un tableau clair de manipulation systématique et de fraude financière. Je n'étais pas l'échec familial qu'on m'avait élevé à croire que j'étais. J'étais la victime d'un sabotage délibéré par des personnes qui auraient dû être mes plus grands soutiens. Cette nuit-là, allongé sur le futon de Marcus et fixant le plafond, j'ai réalisé que quitter la maison n'était pas fuir mes problèmes. C'était le premier pas pour découvrir qui j'étais réellement sous des années de limitations imposées. Le frère qu'il m'avait convaincu d'être n'existait pas. Le vrai Norton était enterré sous des décennies de dénigrement systématique, et il était temps de le déterrer. Le lendemain matin, je me suis retrouvé assis en face de Sarah Thompson, une conseillère d'orientation au Portland Community College, dans son bureau exigu décoré d'affiches de motivation et de piles de brochures universitaires. Marcus avait insisté pour que je parle à quelqu'un d'officiel de ma situation, quelqu'un qui comprenait le fonctionnement des systèmes éducatifs. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit Sarah, en examinant les emails imprimés que j'avais apportés. Vous avez reçu une offre de bourse de Stanford il y a 3 ans, vous ne l'avez jamais vue, et quelqu'un a répondu depuis votre compte, refusant l'offre. C'est exact, ai-je répondu, mes mains jointes fermement sur mes genoux. J'ai trouvé toute la chaîne de mails hier en fouillant dans de vieux fichiers. Je n'avais aucune idée que tout cela existait. Sarah a ajusté ses lunettes de lecture et a examiné la correspondance de Stanford de plus près. Son expression est devenue de plus en plus troublée à mesure qu'elle lisait la chronologie des événements. Norton, je dois vous poser quelques questions directes, et je veux que vous répondiez honnêtement. Avez-vous donné à quiconque la permission d'accéder à votre compte de messagerie ou de répondre aux communications des universités en votre nom? Non, ai-je dit fermement. Mes parents ont configuré mes comptes au lycée, mais je ne les ai jamais autorisés à prendre des décisions concernant mon éducation. Ils m'ont dit que je n'avais pas de nouvelles des universités parce que je n'étais pas qualifié. Sarah a pris son téléphone de bureau et a composé un numéro. J'appelle mon contact au bureau des admissions de Stanford. Cette situation soulève de sérieux drapeaux rouges et je veux avoir leur point de vue sur ce qui s'est passé. Pendant qu'elle parlait à voix basse avec quelqu'un à Stanford, j'ai regardé autour de son bureau et j'ai remarqué plusieurs histoires de réussite épinglées sur un tableau d'affichage. Des étudiants qui avaient été transférés dans des universités de 4 ans, des boursiers, des personnes qui avaient changé de carrière et trouvé leur passion plus tard dans la vie. Pour la première fois depuis des années, je me suis demandé quelle aurait pu être mon histoire si j'avais eu des conseils appropriés. D'accord, dit Sarah, en raccrochant le téléphone avec une expression sombre. J'ai parlé avec Janet Morrison du bureau des admissions de Stanford. Elle se souvient de votre candidature car vos scores SAT étaient dans les 15% supérieurs des candidats cette année-là. Elle a également confirmé que quelqu'un a bien répondu depuis votre adresse email, refusant la bourse. La pièce sembla tourner légèrement. Mes scores SAT étaient dans les 15% supérieurs de Stanford. Mes parents m'avaient dit que j'avais à peine obtenu un score suffisant pour le Community College et que les scores de GEC étaient significativement plus élevés. Il y a plus, a continué Sarah. Janet a sorti votre dossier et selon leurs archives, votre moyenne générale cumulative était de 3,87. Et votre essai sur la manière de surmonter les défis familiaux a été noté comme particulièrement convaincant par le comité des admissions. Je fixai Sarah avec incrédulité. Mes parents m'ont dit que mes notes n'étaient pas assez bonnes pour les universités compétitives. Ils ont dit que GEC était le plus doué pour les études et que je devais me concentrer sur l'apprentissage de compétences pratiques. Norton, votre dossier scolaire suggère exactement le contraire. Vous étiez fait pour l'université, probablement un excellent candidat pour l'université. Quelqu'un vous a délibérément induit en erreur sur vos capacités. Sarah a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper rapidement. Je vais vous aider à effectuer une vérification de crédit dès maintenant, puis nous appellerons plusieurs universités pour voir s'il y a d'autres candidatures ou acceptations dont vous pourriez ne pas avoir connaissance. Ce schéma de tromperie pourrait être plus étendu que vous ne le réalisez. Le rapport de solvabilité est apparu sur son écran et le visage de Sarah s'est assombri en faisant défiler les détails.
Il y a plusieurs comptes à votre nom qui montrent une activité pendant des périodes où vous dites que vous n'étiez pas conscient d'avoir un crédit. Cette carte de crédit ici montre des frais dans des librairies universitaires et des magasins de fournitures pour dortoirs. Ce seraient les dépenses de GEC, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant. Il a commencé l'université il y a 3 ans, juste au moment où cette carte a été ouverte. Sarah a imprimé le rapport de solvabilité et a surligné plusieurs transactions suspectes. Norton, cela semble être une usurpation d'identité. Les frais correspondent à des achats typiques de préparation à l'université, mais ils ont été effectués en utilisant votre numéro de sécurité sociale et votre profil de crédit. Elle m'a tendu une carte de visite d'une organisation d'aide juridique. Vous devez parler à quelqu'un qui se spécialise dans la fraude financière familiale. Cela va bien au-delà du conseil en orientation. A-t-il quelque chose que je puisse faire à propos de la bourse de Stanford maintenant? Ai-je demandé, bien que je me doute de la réponse. Cette opportunité particulière est passée, a répondu doucement Sarah. Mais votre potentiel académique n'a pas diminué. Laissez-moi vous montrer quelques options actuelles qui pourraient convenir à quelqu'un dans votre situation. Sarah a sorti un épais dossier rempli d'informations sur les programmes de transfert, les opportunités de bourse et les dates limites de candidature pour l'inscription de printemps. Portland State a un excellent programme de transfert pour les étudiants ayant des interruptions dans leur parcours éducatif. Oregon State offre une aide basée sur les besoins pour les étudiants qui peuvent démontrer une indépendance financière vis-à-vis de leur famille. Je travaille à plein temps chez Circuit Central, ai-je dit. Je ne pourrais pas me permettre de quitter mon emploi pour les études. En fait, il existe des programmes du soir et du week-end spécialement conçus pour les adultes qui travaillent. Et compte tenu de votre dossier scolaire, vous seriez probablement admissible à de multiples formes d'aide financière. Sarah m'a guidé à travers plusieurs parcours réalistes pour retourner à l'enseignement supérieur, chacun ressemblant à une porte s'ouvrant après des années à m'entendre dire que toutes les portes étaient verrouillées. Elle m'a aidé à remplir des demandes préliminaires pour 3 programmes différents, qui avaient tous des admissions continues pour les semestres d'été et d'automne. Il y a autre chose que je veux vérifier, a dit Sarah en reprenant son téléphone. J'appelle le bureau d'aide financière pour voir pourquoi vos demandes ont été rejetées l'année dernière. Après une brève conversation, Sarah a raccroché avec une expression perplexe. Selon leur dossier, vous n'avez jamais réellement rempli de demande d'aide financière. Le système montre que vous avez commencé le processus mais n'avez jamais soumis les documents requis. C'est impossible, ai-je protesté. Je me souviens d'avoir rempli tous les papiers et de tout avoir soumis en ligne. Sarah a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Regardez ça. La demande est indiquée comme initiée mais jamais soumise. C'est comme si quelqu'un avait commencé le processus mais s'était délibérément arrêté avant de le terminer. Le schéma de sabotage devenait indéniable. Quelqu'un avait systématiquement bloqué chaque chemin que j'avais essayé de prendre vers l'avancement éducatif, créant l'illusion que j'étais rejeté alors qu'en réalité, on m'empêchait même de postuler correctement. Sarah, puis-je vous demander quelque chose honnêtement, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Sur la base de mon dossier scolaire et de mes résultats au test, pensez-vous que j'aurais pu réussir dans une université compétitive? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Norton, d'après ce que je vois ici, vous auriez dû être activement recruté par plusieurs excellentes universités. Votre profil suggère que vous étiez exactement le type d'étudiant que les programmes compétitifs recherchent, de haute performance académique malgré des circonstances difficiles. La validation était bouleversante. Pendant 22 ans, j'avais accepté que j'étais intellectuellement inférieur à GEC, que mon rôle dans la famille était d'être le pragmatique qui travaillait pendant que les autres étudiaient. Apprendre que ce récit était fabriqué, c'était comme découvrir que j'avais vécu la vie de quelqu'un d'autre. Je veux aller de l'avant, ai-je dit avec détermination. Quoi qu'il en coûte pour me remettre sur la bonne voie sur le plan éducatif. Je ne veux plus perdre de temps à croire à des mensonges sur mes capacités. Sarah a souri, la première expression véritablement encourageante que j'avais reçue sur mon avenir depuis des années. Excellent. Commençons par le programme du soir de Portland State. Ils ont un processus de candidature accéléré pour les étudiants ayant de solides antécédents académiques qui ont besoin d'un horaire flexible. Pendant que je remplissais les documents de candidature, Sarah a passé plusieurs autres appels en ma faveur. À la fin de notre réunion de 2 heures, j'avais une acceptation préliminaire dans le programme de commerce du soir de Portland State, des candidatures soumises pour 3 opportunités de bourse différentes, et des rendez-vous prévus avec un conseiller en aide financière et un avocat de l'aide juridique. En sortant du bureau de Sarah,
j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis le lycée. Un véritable enthousiasme pour l'apprentissage et le développement intellectuel. L'avenir qui m'avait été systématiquement caché devenait enfin visible à nouveau. Mais d'abord, je devais affronter les personnes qui me l'avaient volé. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'appartement de Marcus avec un dossier plein de preuves et un sentiment croissant de juste colère. Le Norton timide et apologétique qui avait quitté la maison 3 jours plus tôt se transformait en quelqu'un qui refusait d'accepter les mensonges et la manipulation comme des dynamiques familiales normales. Marcus attendait avec une pizza. Et d'autres mauvaises nouvelles. Ta mère est passée pendant que tu étais parti, dit-il sombrement. Elle a laissé cette boîte avec tes affaires, mais Norton, il y a quelque chose de vraiment bizarre dans ce qu'elle a apporté. La boîte en carton était posée sur le comptoir de la cuisine de Marcus, innocemment étiquetée chambre de Norton de l'écriture soignée de maman. À l'intérieur, j'ai trouvé des trophées d'enfance, de vieux projets scolaires et une enveloppe craft que je n'avais jamais vue auparavant. L'enveloppe contenait mes essais de candidature originaux pour l'université, des copies imprimées de mes relevés de notes du lycée et des demandes de bourse que je n'avais jamais soumises. Quelqu'un avait collecté la documentation de mon potentiel académique tout en m'empêchant simultanément de le poursuivre. C'est comme s'il voulait préserver la preuve de ce que j'aurais pu être, ai-je dit, tenant ma candidature non soumise au Reed College. Mais pourquoi garder ces trucs s'ils essayaient de me freiner? Marcus a examiné les documents plus attentivement. Regarde les dates sur ces essais. Certains datent d'après le moment où tu as soi-disant décidé de ne pas poursuivre tes études. Quelqu'un continuait à préparer tes documents académiques tout en te disant que l'éducation n'était pas ta voie. La manipulation psychologique devenait plus claire. Mes parents avaient conservé les documents nécessaires pour postuler à des programmes compétitifs tout en me convainquant que je n'étais pas qualifié pour ces opportunités. Ils avaient préservé la preuve de mon potentiel tout en détruisant systématiquement mon accès à celui-ci. Au fond de la boîte, sous de vieux annuaires et des certificats de participation, j'ai trouvé un relevé bancaire à mon nom datant de 3 ans. Le compte montrait des dépôts réguliers intitulés l'épargne études totalisant 12 000 $. Je n'ai jamais eu de compte d'épargne, ai-je dit à Marcus, en fixant le relevé. Et regarde ces dates de dépôt. Elles correspondent exactement aux périodes où je faisais des heures supplémentaires à mon premier emploi. Marcus a comparé les dates avec les relevés de cartes de crédit que nous avions imprimés plus tôt. Norton, je pense qu'il prenait de l'argent de tes fiches de paie pour cette épargne études, tout en utilisant simultanément ton crédit pour les dépenses de GEC. Il finançait les études de GEC avec ton argent tout en détruisant ton crédit. L'ampleur de la manipulation financière était stupéfiante. Non seulement ils m'avaient empêché de poursuivre des études supérieures, mais ils avaient utilisé mes propres revenus pour financer les opportunités de GEC tout en créant des dettes à mon nom qui m'empêcheraient d'accéder à l'aide financière. Mon téléphone a sonné, interrompant notre analyse. L'identifiant de l'appelant montrait le numéro de papa, et j'ai hésité avant de répondre. Norton. La voix de papa semblait tendue et inhabituelle. Nous devons parler. Peux-tu rentrer à la maison? Ta mère est très contrariée, et Jake a du mal à se concentrer sur ses études. Je ne rentre pas à la maison, ai-je répondu calmement. Mais je veux bien parler. J'ai découvert des choses intéressantes sur mes candidatures à l'université et mon rapport de solvabilité. Il y a eu une longue pause avant que papa ne réponde. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais tu comprends mal la situation. Tout ce que nous avons fait, c'était pour t'aider à trouver ta juste voie dans la vie. Ma juste voie, ai-je répété. Tu veux dire la voie où je travaille dans des emplois au salaire minimum pendant que Jake obtient des opportunités financées par des cartes de crédit ouvertes à mon nom. Une autre pause, plus longue cette fois. Norton, tu fais du cinéma. Rentre à la maison et nous t'expliquerons tout. Non, ai-je dit fermement. Si vous voulez expliquer quoi que ce soit, vous pouvez me rencontrer dans un lieu neutre avec toute la documentation sur mes finances et mon parcours scolaire. Et papa, j'amène un avocat. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, mes mains tremblant légèrement, mais ma résolution se renforçant. La conversation avait confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait, et ils croyaient encore pouvoir me manipuler pour que j'accepte leur version des événements. Ça, a dit Marcus avec une admiration évidente, c'est le plus de cran que je t'ai jamais entendu montrer avec ta famille. J'en ai fini d'être la victime, ai-je répondu, en regardant les preuves étalées sur sa table de cuisine. Ils ont volé mon identité, mes opportunités et mon estime de moi. Maintenant, je reprends tout.
La transformation avait déjà commencé. Au lieu du jeune homme confus et apologétique qui avait fui la maison dans la honte, je devenais quelqu'un qui exigeait des réponses et refusait d'accepter la manipulation psychologique comme une communication normale. Demain, je commencerai le processus pour reprendre ma vie en main. Mais ce soir, pour la première fois en 22 ans, je me sentais vraiment fier de la personne que je devenais. Une semaine s'était écoulée depuis ma conversation avec Sarah Thompson, et j'avais passé ce temps à rassembler de la documentation et à renforcer ma confiance. L'avocat de l'aide juridique avait confirmé que j'étais victime d'usurpation d'identité et de fraude financière commise par des personnes qui avaient une autorité légale sur mes comptes lorsque j'étais mineur, mais qui avaient continué l'abus jusqu'à mon âge adulte. Maintenant, je me tenais sur le porche de ma maison d'enfance à Biverton, tenant un dossier de preuves et sentant mon cœur battre la chamade d'énergie nerveuse. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir ma famille élargie réunie pour ce qui semblait être une autre célébration de l'acceptation de Jake en faculté de droit. J'ai sonné à la porte au lieu d'utiliser ma clé. Une affirmation petite mais significative de mon changement de statut. Maman a ouvert la porte avec une expression surprise, comme si elle ne m'attendait pas malgré mon appel plus tôt pour demander cette réunion. « Norton, chérie, entre » a-t-elle dit, sa voix portant une gaieté forcée. Tout le monde est là pour le dîner de célébration de Jake. Oncle David est descendu de Seattle et grand-mère Betty a fait sa fameuse tarte aux pommes. Je suis entré et j'ai immédiatement remarqué les décorations. Des ballons indiquant « Félicitations, diplômé » remplissaient le salon, même si Jake ne serait pas diplômé avant 3 ans. Une bannière était accrochée sur le manteau de la cheminée, futur avocat Jake Williams. Et la table de la salle à manger était dressée avec la meilleure porcelaine de maman. C'est toute une mise en scène pour quelqu'un qui vient d'être accepté à l'école, ai-je observé, posant mon dossier sur la table du hall. Eh bien, la faculté de droit est une grande réussite, a répondu maman sur la défensive. Nous sommes fiers du travail acharné de Jake. Je l'ai suivi dans le salon où Jake était assis, entouré de parents ouvrant des cartes et des cadeaux de félicitations. Oncle David a levé les yeux en entrant, son expression s'illuminant d'une chaleur sincère. Norton, ravi de te voir, neveu. Comment se passe le travail chez Circuit Central? En fait, oncle David, j'ai appris des choses intéressantes sur mes perspectives de carrière, ai-je répondu plus fort que nécessaire. La conversation dans la pièce s'est calmée alors que les parents tournaient leur attention vers moi. Papa est apparu de la cuisine, portant une bouteille de champagne. Norton, content que tu aies pu venir. Nous portions justement un toast au brillant avenir de Jake. En parlant de brillants avenirs, ai-je dit, récupérant mon dossier et l'ouvrant délibérément, je voulais partager quelques découvertes que j'ai faites sur mes propres opportunités éducatives. La pièce est tombée dans un silence complet, à l'exception de la musique de jazz douce qui jouait depuis la chaîne stéréo. L'expression de Jake est passée de la confusion à quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la culpabilité. J'ai découvert que j'ai été accepté à l'université de Stanford il y a 3 ans, ai-je annoncé en brandissant l'email imprimé. Pour tout vous dire, je n'ai jamais vu cette lettre d'acceptation car quelqu'un a répondu depuis mon compte de messagerie en refusant la bourse. Oncle David a posé son verre de vin et s'est approché. Ça n'a pas de sens, Norton. Si tu as été accepté à Stanford, pourquoi n'y serais-tu pas allé? Excellente question, ai-je répondu, appréciant son approche directe. Il s'avère que j'ai aussi été accepté à Oregon State et Portland State, mais je n'ai jamais vu ces lettres non plus. En fait, j'ai découvert un schéma de correspondance universitaires intercepté qui m'a empêché de poursuivre des études supérieures. Tante Linda, la sœur de papa, avait l'air confuse. Mais Norton, tes parents nous ont dit que tu n'étais pas intéressé par l'université. Ils ont dit que tu préférais apprendre des compétences pratiques. Un autre point intéressant, ai-je continué en sortant mes relevés de notes du lycée. Ma moyenne était de 3,87 et mes scores SAT étaient dans les 15% supérieurs des candidats à Stanford. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui n'était pas fait pour l'université? L'atmosphère de la pièce a radicalement changé. Plusieurs parents ont échangé des regards inconfortables, et j'ai remarqué que grand-mère Betty observait maman et papa avec une expression vive et scrutatrice. Maman s'est avancée, sa voix devenant défensive. Norton, tu sors les choses de leur contexte. Nous essayons de te guider vers une voie réaliste. Tout le monde n'est pas fait pour les universités coûteuses. Réaliste, ai-je répété, en sortant les relevés de carte de crédit. Parlons de réalisme. Voici une carte de crédit qui a été ouverte à mon nom il y a 3 ans,
plafonné à 8 400 $ avec des achats dans des librairies universitaires et des magasins de fournitures pour dortoirs. Oncle David a pris les relevés et les a examinés de près. Ces frais sont tous datés de la première année d'université de Jake, a-t-il observé, sa voix devenant sérieuse. Exactement, ai-je dit. Pendant qu'on me disait que je n'étais pas fait pour l'université, quelqu'un utilisait mon identité pour financer les études de Jake et détruisait mon crédit par la même occasion. Jake a finalement parlé, sa voix à peine audible. Norton, je n'étais pas au courant pour la carte de crédit. Mais tu étais au courant pour Stanford, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. N'est-ce pas, Jake? Le silence s'est étiré inconfortablement avant que Jake n'hoche lentement la tête. Je savais que maman et papa avaient reçu des lettres pour toi, mais ils ont dit que tu n'étais pas intéressé à aller si loin de la maison. Ils ont dit, ai-je répété. Jake, m'as-tu déjà demandé directement ce que je voulais? Le visage de Jake est devenu rouge et il a baissé les yeux sur ses mains. La réponse était évidente pour tout le monde dans la pièce. Oncle David a posé les relevés de cartes de crédit sur la table basse avec une force délibérée. C'est une usurpation d'identité, a-t-il dit sans embâche. Norton, as-tu autorisé ces frais? Je n'ai même pas su que la carte de crédit existait avant cette semaine, ai-je répondu. Je n'ai pas pu obtenir d'aide financière pour le Community College parce que mon score de crédit a été détruit par des paiements en retard sur une dette que je n'ai jamais créée. Grand-mère Betty, qui avait observé tranquillement, s'est soudainement levée avec une énergie surprenante pour ses 83 ans. Attendez une minute, a-t-elle dit, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait élevé 6 enfants. Êtes-vous en train de nous dire que vous avez travaillé à plein temps pendant que les études de Jake étaient payées avec des cartes de crédit ouvertes à votre nom? C'est bien la situation, ai-je confirmé. Grand-mère Betty s'est tournée vers mes parents avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Robert et Carol Williams, j'ai honte de vous deux. Ce n'est pas comme ça que nous avons élevé nos enfants à traiter la famille. Papa s'est avancé sur la défensive. Mère, tu ne comprends pas toute la situation. Nous essayons d'aider les deux garçons à trouver leurs chemins appropriés dans la vie. Chemins appropriés, a répété oncle David, incrédule. Il a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler de vieux SMS. J'ai quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde ici. La pièce a attendu qu'oncle David trouve ce qu'il cherchait. Il y a 2 ans, j'ai proposé de payer les études universitaires de Norton. J'ai envoyé un texto à votre père pour lui proposer de contribuer à hauteur de 20 000 $ aux frais de scolarité. Il a brandi son téléphone, montrant le fil de messages. La réponse de Robert était que Norton n'était pas intéressé par l'enseignement supérieur et préférait travailler de ses mains. Il a dit que Norton avait spécifiquement refusé les opportunités universitaires pour se concentrer sur le développement de compétences pratiques. J'ai fixé oncle David, sous le choc. Tu as proposé de payer pour mon université. 20 000 $, a confirmé oncle David. J'ai réussi dans mon cabinet d'architecture et je voulais aider mon neveu à poursuivre ses rêves. Votre père m'a dit que vous aviez explicitement choisi une voie différente. La trahison était encore plus profonde que les emails falsifiés et les comptes de crédit frauduleux. Mes parents n'avaient pas seulement volé des opportunités dont je n'avais pas connaissance. Ils avaient activement rejeté l'aide de membres de la famille qui voulaient soutenir mon éducation. Tante Linda a sorti son propre téléphone. Je viens de me souvenir de quelque chose, a-t-elle dit, en faisant défiler de vieux emails. L'année dernière, j'ai envoyé des informations sur les programmes de bourse pour les étudiants qui travaillent à Carroll. Je lui ai spécifiquement demandé de les transmettre à Norton parce que je pensais qu'il pourrait être intéressé. Elle a trouvé la chaîne de mai et a lu à haute voix. La réponse de Carol dit « Merci de penser à Norton, mais il est vraiment heureux de sa situation actuelle et ne cherche pas à faire de changement. » Je n'ai jamais vu cette information, ai-je dit doucement. En fait, je cherchais désespérément des moyens de financer mes études l'année dernière. L'épreuve était accablante, et l'énergie de la pièce avait complètement changé. Au lieu de célébrer la réussite de Jake, ma famille élargie découvrait une tromperie systématique qui avait affecté les décisions et les relations de plusieurs personnes. Oncle David s'est levé et s'est adressé directement à mes parents. Robert, Carol, j'ai besoin que vous expliquiez pourquoi vous avez menti à toute la famille sur les intérêts éducatifs de Norton et intercepté les opportunités qui lui étaient destinées. La posture défensive de papa s'est légèrement effritée. Nous ne mentions pas. Nous prenions des décisions parentales basées sur ce que nous pensions être le mieux pour les deux garçons. Norton est plus pragmatique et Jake est plus porté sur les études.
Sur la base de quelles preuves? A exigé oncle David. Le dossier scolaire de Norton suggère exactement le contraire. Maman a finalement parlé, sa voix tremblant d'émotion. Jake avait besoin de plus de soutien. Il a toujours eu du mal avec la confiance en soi et Norton semblait plus autonome. Nous pensions que Norton s'en sortirait bien en travaillant pendant que Jake se concentrait sur ses études. L'aveu est resté en suspens dans l'air comme un nuage toxique. Ils avaient consciemment choisi de sacrifier mes opportunités pour renforcer la confiance de Jake, traitant mon potentiel comme une ressource sacrifiable au service de ses besoins émotionnels. Alors, vous avez commis une fraude, a dit crûment grand-mère Betty. Vous avez volé à un petit-fils pour en avantager un autre, et vous avez menti à toute la famille à ce sujet. Jake s'est levé brusquement, le visage pâle et les mains tremblantes. Norton, je suis désolé. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Je pensais que tu ne voulais vraiment pas aller à l'université. Parce que c'est ce qu'ils t'ont dit, ai-je répondu, ayant pitié de Jake malgré tout. Ils nous ont manipulés tous les deux, mais de manière différente. Oncle David a rassemblé les preuves que j'avais apportées et a examiné chaque document attentivement. Norton, ce n'est pas seulement un drame familial. C'est une affaire juridique sérieuse. As-tu consulté un avocat? Oui, ai-je confirmé. Le bureau d'aide juridique a confirmé qu'une usurpation d'identité a eu lieu et il m'aide à déposer des contestations auprès des agences d'évaluation du crédit. Bien, a dit fermement oncle David. Et je veux que tu saches que mon offre de t'aider avec tes études tient toujours. En fait, compte tenu de ce que j'ai appris aujourd'hui, j'aimerais l'augmenter. La conversation a continué pendant 1 heure de plus, avec divers membres de la famille exprimant leur choc, leur déception et leur soutien. À la fin, il était clair que mes parents avaient perdu une crédibilité significative auprès de la famille élargie, tandis que j'avais gagné des alliés que je ne savais pas avoir. Alors que je me préparais à partir, Jake s'est approché de moi en privé. Norton, je sais que ça ne répare rien, mais je veux que tu saches que je ne leur ai jamais demandé de faire quoi que ce soit de tout ça. J'aurais été très bien avec toi allant aussi à l'université. Je sais, ai-je répondu. Jake, tu n'es pas le méchant ici, mais tu vas devoir commencer à prendre la responsabilité de ta propre vie. Ces bourses et opportunités doivent être méritées, pas volées. Jake a hoché la tête solennellement. Je vais leur parler pour essayer de réparer ça d'une manière ou d'une autre. Ne leur parle pas, ai-je conseillé. Parle à un avocat, car s'ils m'ont fait ça à moi, il n'y a aucune garantie qu'ils ne te feront pas quelque chose de similaire quand ça les arrangera. En m'éloignant de la maison en voiture, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. La confrontation avait été douloureuse, mais nécessaire, et elle avait révélé le soutien de membres de la famille que je n'aurais jamais attendu. Plus important encore, elle avait forcé mes parents à reconnaître leur tromperie devant des témoins qui ne pouvaient plus prétendre ne pas voir le schéma de manipulation. Le Norton effrayé et apologétique qui s'était éclipsé 1 semaine plus tôt avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui exigeait l'honnêteté et refusait d'accepter les mensonges comme de l'amour. Le vrai travail de reconstruction de ma vie ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, j'avais à la fois des preuves et des alliés. Demain, je commencerai le processus juridique pour récupérer mon identité. Ce soir, je célébrerai le fait que j'avais enfin trouvé ma voie. Oncle David m'a appelé le lendemain matin alors que je me préparais pour mon service chez Circuit Central. Sa voix portait une énergie et une détermination qui me rappelaient pourquoi il avait réussi en affaires. Norton, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Je veux te faire une offre et j'ai besoin que tu y réfléchisses sérieusement. Je me suis assis sur le futon de Marcus, tenant encore mon uniforme de travail. Quel genre d'offre? Déménage à Seattle. Viens travailler pour mon cabinet d'architecture en tant que dessinateur junior. Je te fournirai un logement, un salaire compétitif et un soutien pour tes études. Tu as un talent naturel qui est gaspillé dans la vente au détail. L'offre m'a complètement pris au dépourvu. Oncle David, j'apprécie l'idée, mais je n'ai aucune expérience en architecture. L'expérience s'apprend, a-t-il répondu fermement. Ce qui ne s'apprend pas, c'est l'intelligence, l'éthique de travail et la capacité à penser dans l'espace. D'après ton dossier scolaire et ce que j'ai observé de tes compétences en résolution de problèmes, je crois que tu excellerais dans ce domaine. J'ai regardé le studio exigu de Marcus, puis j'ai pensé à mon travail chez Circuit Central, où j'aidais les clients à comprendre les spécifications techniques des appareils électroniques.
Le travail me venait naturellement, en particulier les aspects qui nécessitaient d'expliquer des systèmes complexes en termes simples. En quoi consisterait réellement le poste, ai-je demandé, la curiosité l'emportant sur mon hésitation initiale. Au début, tu travaillerais avec notre logiciel de chaos, apprenant à créer des dessins techniques à partir de plans d'architecte. Ma dessinatrice principale, Jennifer Walsh, serait ta superviseur. Elle est excellente pour former les gens qui ont les bonnes bases. Oncle David a exposé un plan complet qui incluait des cours du soir à l'université de Washington, des augmentations progressives de responsabilité au cabinet, et un logement dans un studio au-dessus de son immeuble de bureau. L'opportunité représentait tout ce qui m'avait été systématiquement refusé, l'éducation, l'avancement de carrière et le mentorat de quelqu'un qui croyait en mon potentiel. Je dois donner un préavis de 2 semaines à Circuit Central, ai-je dit, prenant la décision au moment où je parlais. Et je veux terminer le processus juridique ici concernant l'usurpation d'identité. Absolument, a convenu oncle David. Règle tes affaires correctement à Portland, puis monte quand tu seras prêt, Norton. Je suis enthousiaste à ce sujet. Je pense que tu vas te surprendre toi-même avec ce que tu peux accomplir. Après avoir terminé l'appel, je suis resté assis tranquillement pendant plusieurs minutes, traitant l'ampleur du changement. En une semaine, j'étais passé de me croire un employé de commerce de détail aux perspectives limitées à découvrir que j'étais une victime d'usurpation d'identité avec un potentiel académique et un soutien familial que je n'avais jamais su exister. Marcus est sorti de sa salle de bain, habillé pour son travail au studio de design graphique. On dirait une bonne nouvelle, a-t-il observé. Oncle David m'a offert un emploi à Seattle. Cabinet d'architecture, soutien à l'éducation, logement inclus. Mec, c'est incroyable, a dit Marcus, une excitation sincère dans sa voix. Tu vas l'accepter? Je crois que oui, ai-je répondu, me sentant encore légèrement abasourdi. C'est effrayant, mais c'est aussi la première opportunité que quelqu'un m'offre en se basant sur mon potentiel réel plutôt que sur leurs suppositions quant à mes limites. Cet après-midi-là, chez Circuit Central, je me suis surpris à regarder mon lieu de travail avec un nouveau regard. J'avais été compétent dans la vente au détail, mais je ne m'étais jamais senti passionné par cela. Le travail avait été une question de survie, pas d'épanouissement. Pour la première fois, je pouvais envisager un travail qui pourrait réellement solliciter mes intérêts et mes capacités. Mon directeur, Derek, a été compréhensif au sujet de ma démission et a proposé de fournir une excellente référence. Norton, tu as été l'un de nos employés les plus fiables, a-t-il dit. Les clients font confiance à tes explications techniques et tu es doué pour résoudre des problèmes complexes. Tu réussiras où que tu ailles. La validation me semblait significative car elle venait de quelqu'un qui avait observé mon travail quotidiennement sans les complications émotionnelles des dynamiques familiales. L'évaluation de Derek suggérait que mes capacités n'étaient pas seulement des abstractions académiques. Elles se traduisaient par une compétence concrète que les autres reconnaissaient et appréciaient. Ce soir-là, j'ai rencontré Michelle Chang, l'avocate de l'aide juridique qui s'occupait de mon cas d'usurpation d'identité. Son bureau était petit mais organisé, avec des livres de droit couvrant tous les murs et des dossiers clients empilés proprement sur son bureau. J'ai examiné toute la documentation que vous avez fournie, a dit Michelle, étalant mon dossier sur son bureau. Les preuves sont accablantes. Vos parents ont clairement commis une usurpation d'identité, une fraude postale et une fraude financière. La question est de savoir comment vous voulez procéder. Elle a exposé plusieurs options juridiques, allant de poursuites pénales formelles à un recouvrement civil des dommages. La voie pénale entraînerait probablement des poursuites, mais pourrait tendre les relations familiales de manière permanente. L'approche civile se concentrait sur la restitution financière et la réparation du crédit, mais exigeait que mes parents reconnaissent leur tort et coopèrent au processus. Que recommanderiez-vous, ai-je demandé. Honnêtement, compte tenu de l'ampleur de la fraude et du fait qu'elle vous a empêché d'accéder à des opportunités éducatives, je pense que vous devriez engager des poursuites pénales. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. C'était un schéma systématique de vol qui s'est poursuivi sur plusieurs années. Michel a expliqué que la dette de carte de crédit à mon nom serait supprimée une fois la fraude officiellement documentée, et que je pourrais potentiellement récupérer des dommages-intérêts pour les opportunités éducatives que j'avais perdues. Le processus juridique prendrait des mois, mais le résultat nettoierait mon dossier et établirait des conséquences pour les actions de mes parents. Il y a une autre considération, a ajouté Michel. Si vos parents ont utilisé votre identité pour cette carte de crédit, il pourrait y avoir d'autres comptes ou activités financières dont vous n'êtes pas au courant.
Nous devrions effectuer une vérification complète des antécédents pour nous assurer que nous avons tout trouvé. L'idée qu'il pourrait y avoir d'autres fraudes que je n'avais pas encore découvertes était troublante. Mais Michel avait raison sur la nécessité d'être minutieux. Si j'allais récupérer mon identité, je devais comprendre toute l'étendue de ce qui avait été fait en mon nom. La semaine suivante, j'ai travaillé mes derniers services chez Circuit Central. Pendant que l'enquête de Michel découvrait le tableau complet de la manipulation financière de mes parents, les résultats étaient pires que ce que j'avais initialement compris. En plus de la carte de crédit que j'avais trouvée, il y avait 2 prêts étudiants à mon nom totalisant 37 000 $. Tous 2 avaient été utilisés pour financer les études de GEC. Il y avait aussi un compte courant qui avait été ouvert et fermé plusieurs fois, apparemment utilisé pour blanchir de l'argent entre diverses obligations financières familiales. Le plus troublant a été la découverte que mes parents m'avaient déclaré comme personne à charge sur leur déclaration de revenus des 4 dernières années, réclamant des crédits et des déductions basées sur ma prétendue dépendance financière alors que je subvenais en fait à mes propres besoins grâce à un emploi à temps plein. C'est une fraude financière de grande envergure, a expliqué Michel lors de notre dernière réunion avant que je déménage à Seattle. Vos parents ont essentiellement créé une identité financière parallèle pour vous qu'ils contrôlaient et manipulaient à leur profit. Le processus juridique continuerait même après mon déménagement, mais Michel était convaincu que les preuves étaient suffisamment solides pour garantir à la fois des poursuites pénales et une restitution financière complète. Mon score de crédit serait restauré, les dettes frauduleuses seraient éliminées, et mes parents feraient face aux conséquences juridiques de leurs actions. Lors de ma dernière nuit à Portland, Marcus a organisé une petite fête d'adieu avec plusieurs amis du lycée et du travail. En regardant les gens dans la pièce qui me souhaitaient sincèrement bonne chance, j'ai réalisé que c'était à cela que ressemblaient les relations de soutien. Des gens célébrant mon succès plutôt que de le saper. Tu sais ce qui est fou ? A dit Marcus alors que nous nettoyions après. Il y a un mois, tu pensais que ta famille était juste excentrique et que tu étais le problème. Maintenant, tu déménages à Seattle pour commencer une carrière en architecture avec une bourse complète. C'est comme si tu avais découvert que tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que je ressens, ai-je convenu. Pendant 22 ans, j'ai accepté leur version de qui j'étais. Découvrir la vérité a été douloureux, mais ça a aussi été incroyablement libérateur. Cette nuit-là, en rangeant mes affaires dans les 2 mêmes sacs et la même boîte en carton que j'avais apportée chez Marcus, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en seulement 2 semaines. Le jeune homme effrayé et confus qui avait fui la maison en se croyant une déception s'était transformé en quelqu'un avec des objectifs clairs, une représentation légale et un soutien familial. Le trajet en voiture vers Seattle le lendemain matin donnait l'impression de voyager vers une vie complètement différente. Je n'étais plus Norton, l'employé de commerce de détail qui n'avait pas réussi à décoller. J'étais Norton, l'étudiant en architecture avec un potentiel académique et des perspectives de carrière. Le changement n'était pas seulement externe. C'était un changement fondamental dans la façon dont je comprenais mes propres capacités et ma valeur. Oncle David m'a rencontré à son immeuble de bureau, un entrepôt reconverti à Capitol Hill avec de grandes fenêtres et des murs de briques apparentes. L'espace semblait créatif et déterminé, rempli de maquettes d'architecture, de tables à dessin et de dessins techniques qui représentaient de vrais projets changeant de vraies communautés. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », a dit oncle David, en me montrant le studio au-dessus du bureau. « C'est petit, mais c'est à toi, et c'est sans loyer pendant que tu t'installes. » L'appartement était compact mais intelligemment conçu, avec des meubles intégrés et de grandes fenêtres donnant sur la ville. Après des mois à dormir sur le futon de Marcus, avoir mon propre espace me semblait un luxe. Cet après-midi-là, oncle David m'a présenté à Jennifer Walsh, ma nouvelle superviseure. Elle avait la trentaine, avec un enthousiasme contagieux pour le design architectural et un talent pour expliquer des concepts complexes en termes accessibles. « J'ai examiné tes dossiers scolaires », a dit Jennifer, en examinant les relevés de notes que j'avais apportés. Tes compétences en mathématiques et en raisonnement spatial sont exactement ce dont nous avons besoin pour le dessin technique. Je pense que tu vas apprécier ce travail. Elle m'a montré le poste de travail KO où j'apprendrai à créer des dessins d'architecture, la bibliothèque de référence remplie de codes du bâtiment et de spécifications de conception, et la salle de projet où l'équipe collaborait sur les développements en cours. Actuellement, nous travaillons sur un développement à usage mixte à Belthorne, a expliqué Jennifer, en montrant des maquettes d'architecture et des plans de site. Il combine des unités résidentielles avec des espaces commerciaux et des zones publiques. Tu aideras à créer les dessins techniques qui traduisent nos concepts de design en une réalité constructible. Pour la première fois de ma vie,
je regardais un travail qui semblait intellectuellement stimulant et créativement satisfaisant. Au lieu de vendre les produits des autres, je créerais des solutions à des problèmes spatiaux et techniques complexes. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus pour lui faire savoir que j'étais bien arrivé. « Comment ça va ?» a-t-il demandé. « J'ai l'impression de vivre enfin ma propre vie au lieu de la vie que quelqu'un d'autre a conçue pour moi, » ai-je répondu, regardant par mes nouvelles fenêtres la ligne d'horizon de Seattle. C'est terrifiant et excitant en même temps. 2 semaines plus tard, papa a appelé pour la première fois depuis que j'avais quitté Portland. Sa voix semblait tendue et inhabituelle, manquant de l'autorité confiante que je lui avais toujours associée. « Norton, nous devons parler. Ta mère passe un mauvais moment et Jake a du mal avec ses études. Peux-tu rentrer à la maison ?» Je ne rentre pas à la maison, ai-je répondu calmement. Mais je suis prêt à écouter. Toute cette situation est devenue incontrôlable. Nous pensons que tu comprends mal ce qui s'est passé. Tout ce que nous avons fait, c'était d'essayer d'aider les 2 garçons à trouver leur juste place dans la vie. Papa, je travaille avec des avocats spécialisés dans l'usurpation d'identité. Il n'y a pas de malentendu. Vous avez commis des crimes fédéraux en utilisant mes informations personnelles. Il y a eu une longue pause avant que papa ne continue, sa voix devenant plus désespérée. Norton, s'il te plaît, rentre à la maison et réglons ça en famille. Jake a besoin de son grand frère en ce moment. Jake a besoin d'apprendre à résoudre ses propres problèmes, ai-je répondu. Et vous devez faire face aux conséquences juridiques de vos choix. Conséquences juridiques. La voix de papa s'est légèrement cassée. Norton, nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Cela ne doit pas impliquer des avocats et des tribunaux. En fait, si, ai-je dit fermement. L'amour n'excuse pas la fraude. L'amour ne justifie pas de voler l'avenir de quelqu'un. L'amour ne signifie certainement pas que je doive prétendre que cela ne s'est pas produit. Après avoir mis fin à l'appel, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. La conversation a confirmé que mes parents ne comprenaient toujours pas l'ampleur de ce qu'ils avaient fait, mais elle a aussi prouvé que j'avais développé la force de maintenir des limites appropriées malgré leur manipulation émotionnelle. Je n'étais plus le Norton qui absorbait le blâme et acceptait la limitation comme normale. Je devenais quelqu'un qui exigeait l'honnêteté, poursuivait les opportunités et refusait de sacrifier mon potentiel pour le confort des autres. La transformation ne faisait que commencer, mais les fondations étaient solides. Pour la première fois de ma vie, je construisais un avenir basé sur mes capacités réelles plutôt que sur les limitations des autres. 3 semaines après le début de ma nouvelle vie à Seattle, je m'installais dans une routine qui me semblait à la fois stimulante et enrichissante. Mes matinées commençaient par une formation en chaos sous la direction patiente de Jennifer. Mes après-midi étaient consacrés à travailler sur de vrais projets d'architecture, et mes soirées étaient passées dans des cours de formation continue de l'Université de Washington. Le travail me venait naturellement d'une manière que le commerce de détail n'avait jamais fait. La création de dessins techniques exigeait de la précision, un raisonnement spatial et une attention aux détails, des compétences que j'avais apparemment toujours possédées mais que je n'avais jamais eu l'occasion de développer. Jennifer complimentait fréquemment mes progrès, notant que je semblais comprendre intuitivement la relation entre les concepts de design et la réalité constructible. Tu as l'esprit d'un ingénieur avec l'œil d'un artiste, m'a-t-elle dit lors de l'une de nos séances de bilan hebdomadaire. Cette combinaison est rare et précieuse en architecture. La validation me semblait authentique car elle était basée sur des performances observables plutôt que sur la politique familiale. Pour la première fois, je recevais des commentaires sur mes capacités réelles de la part de personnes n'ayant aucun intérêt à maintenir des dynamiques familiales ou à protéger les sentiments de qui que ce soit. Ce jeudi soir-là, je travaillais tard sur un dessin technique pour le projet de Beltone lorsque mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro de mon cousin Tyler, ce qui était inhabituel car nous n'avions jamais été particulièrement proches. « Norton, je dois te dire quelque chose, » a dit Tyler sans préambule. « C'est à propos de tes parents et d'affaires d'argent. Je pense que tu devrais savoir ce qui se passe. » J'ai sauvegardé mon travail et j'ai accordé toute mon attention à Tyler. « Quel genre d'affaires d'argent ? » Ma mère a reçu un appel de ta mère la semaine dernière lui demandant d'emprunter $5000. Elle a dit que c'était pour des factures médicales de l'époque où tu étais malade il y a quelques années. Mon estomac s'est noué. Tyler, je n'ai jamais été gravement malade. Quelle facture médicale ? C'est ce que je trouvais bizarre, a continué Tyler. Maman m'a demandé si je me souvenais que tu avais eu des problèmes de santé, et je n'ai rien pu trouver.
Mais ta mère était vraiment précise sur les détails. Elle a dit que tu avais eu une sorte d'infection qui avait nécessité un traitement coûteux et que ta famille remboursait encore la dette médicale. La conversation a révélé une autre couche de tromperie que je n'avais pas anticipée. Mes parents avaient utilisé mes prétendus problèmes médicaux comme justification pour emprunter de l'argent à des membres de la famille élargie, créant des dettes fictives pour expliquer leurs difficultés financières. Tyler, à combien de parents ma mère a-t-elle demandé de l'argent? Je ne sais pas avec certitude, mais maman a mentionné que tante Linda avait reçu un appel similaire le mois dernier. Et je pense que ta grand-mère Betty leur a peut-être aussi donné de l'argent, parce qu'elle a demandé à mon père si tu allais bien sur le plan de la santé. L'ampleur de la manipulation financière s'étendait au-delà de l'usurpation d'identité pour devenir une fraude systématique ciblant toute ma famille élargie. Mes parents avaient apparemment utilisé des histoires fabriquées sur ma santé et mes besoins financiers pour extorquer de l'argent à des parents qui voulaient sincèrement aider. Il y a autre chose, a ajouté Tyler. Mon père a fait des recherches sur les registres de propriété parce qu'il envisageait de prêter de l'argent à tes parents pour leur hypothèque. Norton, ils ont refinancé leur maison 2 fois au cours des 3 dernières années. Chaque fois, ils ont retiré plus d'argent que la valeur de la maison. J'ai attrapé un bloc-notes et j'ai commencé à prendre des notes détaillées. De combien d'argent parlons-nous? Le premier refinancement était de 80 000 $ au-dessus de la valeur de la maison. Le second était de 60 000 $ de plus. Ton père a dit à mon père qu'ils utilisaient l'argent pour des améliorations de la maison et des investissements éducatifs. Investissements éducatifs. L'expression m'a donné la chair de poule car je comprenais maintenant exactement dans quelle éducation on avait investi et quel crédit avait été détruit pour rendre cela possible. Tyler, j'ai besoin que tu m'aides à contacter tous ceux qui auraient pu prêter de l'argent à mes parents. Je pense que nous sommes face à une situation de fraude bien plus importante que je ne l'avais initialement imaginé. Au cours des jours suivants, Tyler et moi avons systématiquement contacté les membres de la famille élargie pour comprendre toute l'étendue de la tromperie financière de mes parents. Les résultats étaient stupéfiants et déchirants. Grand-mère Betty leur avait donné 12 000 $ en 18 mois, croyant qu'elle aidait à payer mes frais médicaux. Tante Linda avait contribué à hauteur de 8 000 $ pour ce qu'elle pensait être mes frais d'université. Le frère d'oncle David, Mark, leur avait prêté 15 000 $ pour l'opération d'urgence de Norton qui n'a jamais eu lieu. Au total, mes parents avaient emprunté près de 50 000 $ à des membres de la famille en utilisant des histoires fabriquées sur ma santé, mon éducation et mes besoins financiers. Aucun des parents ne m'avait parlé directement pour vérifier les histoires car mes parents prétendaient que j'étais gêné d'avoir besoin d'aide. La manipulation psychologique était d'une portée et d'une cruauté à couper le souffle. Non seulement ils avaient volé mon identité et mes opportunités, mais ils avaient aussi endommagé mes relations avec la famille élargie en me faisant passer pour un fardeau financier trop fier pour reconnaître l'aide. Michelle Chang a été stupéfaite lorsque je l'ai appelée pour la mettre au courant de ses découvertes. Norton, cela transforme complètement votre cas. Nous ne sommes plus face à une simple usurpation d'identité. C'est de la fraude électronique, de la fraude postale, et potentiellement des violations de la loi RICO si nous pouvons établir un schéma d'entreprise criminelle continue. Elle a expliqué que l'utilisation de faux prétextes pour obtenir de l'argent de multiples victimes à travers les frontières des États élevait l'affaire à la compétence fédérale. La division des crimes financiers du FBI serait probablement intéressée à enquêter sur l'ensemble des activités de mes parents. La bonne nouvelle, c'est que cela renforce énormément votre position, a continué Michel. Avec autant de victimes et autant de documentation, il n'y a aucun doute sur l'intention criminelle ou la nature systématique de la fraude. Ce week-end-là, oncle David est venu de Portland pour me rencontrer en personne. Son expression était sombre alors qu'il examinait la documentation que j'avais compilée sur les activités d'emprunt de mes parents. Norton, j'ai honte de ne pas avoir enquêté plus à fond lorsque ton père m'a dit que tu n'étais pas intéressé par l'université. Les signes étaient là, mais j'ai fait confiance à mon frère pour être honnête sur les intérêts de ses enfants. Tu n'avais aucune raison de soupçonner ce niveau de tromperie, ai-je répondu. Ils mènent cette arnaque depuis des années, et ils ont pris soin d'empêcher quiconque de comparer les histoires. Oncle David a sorti un dossier Kraft contenant des documents juridiques. J'ai fait quelques recherches de mon côté, et j'ai trouvé autre chose que tu dois savoir. Il m'a tendu une pile de papiers qui semblaient être des documents de prêt. Ce sont les papiers pour les frais de scolarité de la faculté de droit de GEC. Norton, tu es listé comme co-signataire sur 60 000 $ de prêts éducatifs. J'ai fixé les documents avec incrédulité. Ma signature apparaissait sur plusieurs pages,
mais je n'avais jamais vu ces papiers auparavant et ne les avais certainement jamais signés. C'est un faux, ai-je dit, en examinant la signature de plus près. Elle est proche de mon écriture, mais regarde la façon dont le N est formé. Je ne fais jamais le trait initial de cette façon. Oncle David a hoché la tête sombrement. Je m'en doutais. Mais Norton, cela signifie que tu es légalement responsable de la dette de la faculté de droit de Jake, à moins que nous ne puissions prouver que les signatures ont été falsifiées. La responsabilité financière était énorme. 60 000 $ de dette éducative avec des intérêts s'accumulant qui commenceraient à exiger des paiements dès que Jake serait diplômé. Mes parents ne m'avaient pas seulement volé des opportunités. Ils avaient créé des obligations légales qui me suivraient pendant des décennies. Il y a plus, a continué oncle David. J'ai vérifié auprès du bureau d'aide financière de la faculté de droit. Les frais de scolarité de Jake sont significativement plus élevés que ceux des étudiants en droit typique car il ne reçoit aucune aide basée sur les besoins. Selon leur dossier, les revenus et les actifs de sa famille sont trop élevés pour une aide financière. Trop élevés sur la base de quelles informations, ai-je demandé. Sur la base de déclarations de revenus qui listent tes revenus comme faisant partie des finances du ménage. Norton, ils t'ont déclaré comme personne à charge tout en utilisant simultanément ton crédit et tes signatures falsifiées pour financer des dépenses dont tu ne bénéficies pas, la nature systématique de la fraude devenait claire. Mes parents avaient créé un château de cartes financiers qui dépendait de mon identité, de mon crédit, de mes prétendus frais médicaux et de ma dépendance financière fabriquée. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, utilisant mon nom et la sympathie de la famille élargie pour combler l'écart entre leurs revenus et leur style de vie. Ce soir-là, j'ai appelé Jake directement pour la première fois depuis mon départ. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix semblant fatiguée et stressée. Norton, je suis content que tu aies appelé. Maman et papa sont vraiment contrariés depuis ton départ. Ils n'arrêtent pas de dire que tu comprends tout de travers et que tu finiras par retrouver la raison. Jake, j'ai besoin de te poser quelques questions directes et j'ai besoin de réponses honnêtes. D'accord, a-t-il répondu avec prudence. Savais-tu que je suis listé comme co-signataire sur tes prêts de la faculté de droit? Il y a eu une longue pause avant que Jake ne réponde. Que veux-tu dire, co-signataire? Je veux dire que selon les documents de prêt, je suis légalement responsable de 60 000 $ de dette éducative si tu ne rembourses pas tes paiements. Norton, je ne t'ai jamais demandé de co-signer quoi que ce soit. Je n'ai même jamais discuté de mes prêts avec toi parce que nos parents ont falsifié ma signature sur les documents de prêt, ai-je expliqué. Jake, quand tu seras diplômé et que ces prêts entreront en remboursement, je serai légalement obligé de payer le montant total, à moins que je ne puisse prouver la fraude. Jake est resté silencieux pendant près d'1 minute avant de parler à nouveau. Norton, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait. Ils se sont occupés de tous les papiers d'aide financière et je me suis juste concentré sur mes études. C'est le problème, ai-je répondu. Tu t'es concentré sur tes études pendant que je travaillais à plein temps pour subvenir à des dépenses dont je ne connaissais même pas l'existence. Ton éducation est financée par une fraude commise en mon nom. Que veux-tu que je fasse, a demandé Jake, sa voix se brisant d'émotion. Je veux que tu prennes la responsabilité de tes propres obligations financières. Obtiens des copies de tous tes documents de prêt, de tes papiers d'aide financière et de tes dépenses éducatives. Calcule ce que tu dois réellement et commence à faire des plans pour le payer toi-même. Norton, je ne peux pas me permettre la faculté de droit sans aide. Si je dois tout payer moi-même, je devrais abandonner. Alors peut-être devrais-tu te demander si la faculté de droit est le bon choix pour toi, ai-je répondu. Ou peut-être devrais-tu trouver des moyens légitimes de financer ton éducation, comme des bourses, des programmes de travail-études ou des emplois étudiants. La conversation a été difficile mais nécessaire. Jake avait été protégé des réalités financières de ses choix éducatifs tandis que j'avais été systématiquement exploité pour rendre sa protection possible. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis assis dans mon petit appartement de Seattle, regardant les lumières de la ville et réfléchissant à quel point ma compréhension des dynamiques familiales avait évolué de manière spectaculaire. Il y a 3 semaines, j'avais cru que l'amour signifiait le sacrifice et que les membres de la famille avaient le droit de prendre des décisions unilatérales sur la vie des autres. Maintenant, je comprenais que les relations saines nécessitaient l'honnêteté, le consentement et le respect mutuel. L'amour ne justifiait pas la fraude, et les liens familiaux n'excusaient pas un comportement criminel. Demain,
je commencerai le processus juridique pour me retirer des obligations éducatives de GEC et tenir mes parents responsables de l'ensemble de leur tromperie. Ce soir, je continuerai à construire la vie que je méritais, une vie basée sur mes efforts réels et des opportunités légitimes. Le Norton effrayé et confus qui avait fui la maison il y a un mois avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait sa propre valeur et refusait d'accepter l'exploitation déguisée en responsabilité familiale. Le bureau d'avocat de Michel Chang s'était transformé en salle de crise au cours du dernier mois. Les classeurs débordaient de documentation sur les activités frauduleuses de mes parents. Des boîtes d'archives bordaient les murs, contenant des preuves de signatures falsifiées et de demandes de prêts falsifiées. Et son bureau était couvert de correspondances d'enquêteurs fédéraux qui s'étaient intéressés à l'affaire. Norton, j'ai déjà vu des cas d'usurpation d'identité, mais rien d'aussi étendu, a dit Michel, en examinant les dernières découvertes de l'unité des crimes financiers du FBI. Vos parents ont créé ce qui équivaut à une entreprise criminelle en utilisant votre identité comme fondation. L'enquête avait découvert encore plus d'activités frauduleuses au-delà de ce que Tyler et moi avions initialement découvert. Mon numéro de sécurité sociale avait été utilisé pour demander un crédit auprès de 17 institutions financières différentes au cours des 4 dernières années. Certaines demandes ont été approuvées, d'autres ont été refusées, mais toutes ont été soumises à mon insu ou sans mon consentement. Le schéma est clair, a expliqué Michel, en montrant une chronologie qu'elle avait créée montrant la progression des activités frauduleuses. Chaque fois que vos parents ont fait face à une crise financière, ils ont utilisé votre identité pour obtenir un nouveau crédit ou retarder les conséquences d'une dette existante. J'ai étudié la chronologie, notant comment la fréquence des demandes frauduleuses avait augmenté après que GEC ait commencé l'université. Mon identité était devenue leur principal outil pour combler l'écart entre leurs revenus et leurs obligations financières. Quelle est notre preuve la plus solide pour des poursuites, ai-je demandé. Les signatures falsifiées sur les documents de prêt de GEC, a répondu immédiatement Michel. Nous avons fait analyser par un expert en écriture, et le rapport prouve de manière concluante la falsification. Combiné au fait que vous n'étiez jamais présent lorsque les prêts ont été conclus et que vous n'avez jamais reçu de copie des documents, c'est un cas de fraude en béton. L'analyse graphologique avait été fascinante à observer. L'experte, le docteur Patricia Williams, avait passé 3 heures à comparer les signatures falsifiées à des échantillons authentiques de mon écriture. Elle avait identifié des différences constantes dans la formation des lettres, la pression du stylo et le rythme de signature qui prouvaient que les signatures de prêt avaient été créées par quelqu'un tentant d'imiter mes schémas d'écriture naturelle. L'auteur était doué pour la falsification de base, avait expliqué le docteur Williams, mais il ne pouvait pas reproduire les schémas de mémoire musculaire inconsciente qui rendent la signature de chaque personne unique. Ce ne sont certainement pas des signatures authentiques. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel qui a changé la trajectoire de toute l'affaire. L'agente Sarah Martinez de la division des crimes financiers du FBI voulait me rencontrer en personne pour discuter de l'élargissement de l'enquête. Monsieur Williams, nous avons examiné les preuves fournies par votre avocate, et nous pensons que les activités de vos parents pourraient faire partie d'un schéma plus large impliquant d'autres familles. Nous aimerions votre coopération dans une enquête plus large. L'agente Martinez était une femme professionnelle et vive d'une 40aine d'années, spécialisée dans les cas de fraude financière familiale. Elle a expliqué que les méthodes de mes parents correspondaient à des schémas qu'ils avaient observés dans d'autres cas impliquant la fraude éducative et l'usurpation d'identité au sein des familles. La sophistication de la tromperie suggère de l'expérience, a déclaré l'agente Martinez. Les gens ne commencent généralement pas avec ce niveau de fraude organisée. Ils y parviennent généralement au fil du temps. Elle m'a montré des dossiers d'autres familles où des schémas similaires étaient apparus. Des parents exploitant systématiquement l'identité d'un enfant pour financer les opportunités d'un autre, une tromperie élaborée ciblant les membres de la famille élargie, et des documents de prêt falsifiés pour les dépenses éducatives. Nous soupçonnons qu'il pourrait y avoir d'autres familles dans votre communauté qui ont subi une fraude similaire, mais qui ne s'en sont pas encore rendus compte. Votre volonté de poursuivre en justice nous a donné les preuves dont nous avons besoin pour enquêter sur le réseau plus large. La réunion a été dégrisante car elle a révélé que ma situation n'était ni unique ni isolée. D'autres familles avaient été détruites par des schémas similaires de manipulation et d'exploitation financière. Mais de nombreuses victimes avaient été trop honteuses ou intimidées pour chercher un recours légal. Pendant ce temps, ma vie à Seattle s'épanouissait d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mon travail au cabinet d'oncle David était passé de la formation de base en chaos à la contribution à de vrais projets architecturaux. Jennifer m'avait confié des responsabilités croissantes, et j'ai découvert une aptitude particulière pour la résolution de problèmes spatiaux complexes.
Tu as le don de voir des solutions que les autres ne voient pas, m'a dit Jennifer lors de mon évaluation de performance de 3 mois. Je te recommande pour notre programme de formation avancée, pour lequel les nouveaux employés mettent généralement 18 mois à se qualifier. Les cours de l'Université de Washington étaient tout aussi enrichissants. Mon professeur de mathématiques m'avait suggéré d'envisager de poursuivre un diplôme complet en ingénierie architecturale, notant que mes résultats au test me plaçaient dans les 5% supérieurs des étudiants en formation continue. Vous avez du talent, Monsieur Williams, vous êtes clairement capable d'un travail académique beaucoup plus difficile, a dit le professeur Janet Rodriguez après un cours un soir. Avez-vous envisagé de postuler à notre programme de diplôme régulier? Avec votre parcours académique, vous seriez probablement admissible à un soutien de bourse important. Pour la première fois de ma vie, je recevais des encouragements basés sur des capacités démontrées plutôt que sur la politique familiale. Des personnes qui n'avaient aucun investissement émotionnel dans mon succès reconnaissaient un potentiel que ma propre famille m'avait systématiquement caché. Le contraste entre ma croissance professionnelle et la situation de plus en plus précaire de ma famille était frappant. Tyler m'avait tenu au courant des développements à Portland, et les nouvelles étaient de plus en plus dramatiques. Tes parents ont de sérieux problèmes financiers, a rapporté Tyler lors d'un de nos appels hebdomadaires. Papa a entendu dire qu'ils ont 3 mois de retard sur leur hypothèque et que la banque a entamé une procédure de saisie. Et l'argent qu'ils ont emprunté aux membres de la famille, ai-je demandé. Tante Linda et oncle Mark exigent tous deux un remboursement maintenant qu'ils savent que les factures médicales étaient fabriquées. Ta mère a appelé ma mère en pleurant, disant qu'ils n'ont pas l'argent pour rembourser qui que ce soit. Le château de cartes s'effondrait alors que les membres de la famille élargie réalisaient qu'ils avaient été victimes de fraude. Le style de vie confortable de la classe moyenne de mes parents avait été construit sur de l'argent emprunté et du crédit volé, avec mon identité servant de fondation à leur tromperie. Et attends, il y a autre chose, a continué Tyler. Gemma a appelé la semaine dernière pour me demander conseil sur l'abandon de la faculté de droit. Il a dit qu'il ne pouvait pas se concentrer sur ses études parce qu'il se sentait coupable de la façon dont son éducation avait été financée. Bien, ai-je répondu. La culpabilité est appropriée dans cette situation. Peut-être que ça le motivera à commencer à faire de meilleurs choix. Cette semaine a apporté un autre développement significatif. L'agente Martinez a appelé pour m'informer que mes parents avaient été formellement accusés de fraude électronique, de fraude postale et d'usurpation d'identité, des crimes fédéraux passibles de peine allant jusqu'à 20 ans de prison. On leur proposera probablement une négociation de peine, a expliqué l'agente Martinez, mais les charges sont suffisamment graves pour qu'ils doivent reconnaître leurs crimes et fournir une restitution complète à toutes les victimes. La machine judiciaire se mettait enfin en marche, mais le coût personnel était énorme. J'allais témoigner contre mes propres parents devant un tribunal fédéral, fournissant des preuves qui entraîneraient probablement leur emprisonnement. Le Norton effrayé et désireux de plaire d'il y a 6 mois aurait été dévasté par cette perspective. La personne que j'étais devenue comprenait que c'était une justice nécessaire. Mes parents ont fait une dernière tentative pour manipuler la situation. Papa m'a appelé un jeudi soir, sa voix tremblant d'émotion et de désespoir. Norton, s'il te plaît. Ta mère fait des crises de panique et elle ne peut pas dormir. Toute cette situation juridique détruit notre famille. Ne pouvons-nous pas régler ça en privé? Vous auriez dû penser aux conséquences familiales avant de commettre des crimes fédéraux, ai-je répondu calmement. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, a continué papa. Tout ce que nous avons fait, c'était d'essayer d'aider les 2 garçons à réussir dans la vie. Nous pensions que tu étais plus fort et plus autonome, que tu pouvais gérer le travail pendant que Jake se concentrait sur l'école. Papa, tu as volé mon identité, falsifié ma signature sur des documents de prêt et menti à notre famille élargie sur des factures médicales fictives. Rien de tout cela n'était conçu pour m'aider à réussir. Norton, nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Est-ce que ça ne compte pour rien? La question est restée en suspens dans l'air, lourde d'années de conditionnement qui m'avaient appris à confondre l'amour avec la manipulation et la loyauté familiale avec le sacrifice de soi. L'amour n'excuse pas la fraude, ai-je répondu. L'amour ne justifie pas de détruire le crédit de quelqu'un et de voler ses opportunités. L'amour ne signifie certainement pas que je doive prétendre que cela ne s'est pas produit pour protéger vos sentiments. S'il te plaît. La voix de papa s'est complètement cassée. Jake parle d'abandonner l'école. Ta mère parle de suicide. Ça déchire notre famille. Non, ai-je dit fermement. Vos choix ont déchiré notre famille. Je refuse simplement de prétendre que tout est normal.
Après avoir mis fin à l'appel, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de soulagement. La conversation a confirmé que mes parents se considéraient toujours comme des victimes de mes attentes déraisonnables plutôt que comme les auteurs d'une fraude systématique. Mais elle a aussi prouvé que j'avais développé la force émotionnelle de maintenir des limites appropriées malgré une pression et une manipulation intense. Le Norton qui avait absorbé le blâme et accepté la responsabilité des problèmes des autres avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que les relations saines nécessitaient l'honnêteté, que l'amour sans respect n'avait aucun sens, et que protéger les membres de la famille des conséquences n'était pas la même chose que de se soucier de leur bien-être. La bataille juridique se poursuivrait encore plusieurs mois, mais l'issue n'était plus incertaine. Mes parents feraient face aux conséquences de leur choix. Je serais libéré des obligations financières frauduleuses et ma famille élargie comprendrait la vérité sur ce qui s'était passé. Plus important encore, je construisais une vie basée sur mes capacités réelles et des opportunités légitimes. Pour la première fois, mon avenir était déterminé par mes propres efforts plutôt que par les limitations ou les tromperies des autres. Le jeune homme effrayé et confus qui avait fui la maison en se croyant une déception s'était transformé en quelqu'un avec des objectifs clairs, des limites solides et un véritable respect de soi. Le vrai travail de construction d'une vie authentique ne faisait que commencer. Mais les fondations étaient enfin solides. 6 mois après avoir quitté la maison de mes parents en cette nuit d'anniversaire dévastatrice, je me tenais dans un tribunal fédéral, regardant la juge Patricia Morrison condamner mes parents à 18 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de probation supervisée et d'une restitution complète à toutes les victimes. La salle d'audience était presque vide, à l'exception du personnel essentiel, de l'agente Martinez, de Michel Chang et d'oncle David, qui étaient venus de Seattle pour me soutenir. Mes parents étaient assis à la table des accusés, semblant plus petits et plus vieux que je ne les avais jamais vus, faisant enfin face à des conséquences qui ne pouvaient être ni manipulées ni expliquées. Le tribunal estime que les accusés se sont livrés à une fraude systématique sur plusieurs années, a déclaré la juge Morrison, sa voix portant le poids de l'autorité légale. Le préjudice psychologique et financier infligé à la victime principale, leur propre fils, représente une violation particulièrement flagrante de la responsabilité parentale et de la décence humaine de base. Les mots de la juge m'ont apporté une validation dont je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Une autorité légale objective avait examiné toutes les preuves et conclu que les actions de mes parents n'étaient pas de l'amour mal avisé ou de la surprotection parentale. C'étaient des crimes calculés qui avaient causé un préjudice réel. Les accusés purgeront leur peine dans des établissements fédéraux à sécurité minimale, a poursuivi la juge Morrison. À leur libération, il leur sera interdit d'accéder à tout compte financier, demande de crédit ou document juridique appartenant à la victime. Ils devront également suivre un conseil financier familial et fournir des rapports financiers mensuels à leurs agents de probation. Alors que mes parents étaient emmenés menotter, papa s'est tourné pour me regarder une dernière fois. Son expression était un mélange de tristesse et de résignation, mais pas le remords que j'avais espéré voir. Même face à la prison, il semblait croire qu'il était puni pour avoir trop aimé ses enfants plutôt que pour avoir systématiquement trahi la confiance d'un enfant. À l'extérieur du palais de justice, Michel m'a remis un épais dossier contenant la documentation de ma situation financière rétablie. Chaque dette frauduleuse avait été retirée de mon rapport de solvabilité. Chaque signature falsifiée avait été légalement annulée. Et chaque opportunité volée avait été officiellement reconnue. Votre score de crédit est maintenant de 768, a dit Michel avec une satisfaction évidente. C'est plus élevé que la plupart des gens de votre âge atteignent légitimement. Vous êtes financièrement libre de poursuivre toutes les opportunités que vous choisissez. L'agente Martinez nous a rejoints sur les marches du palais de justice, portant son propre dossier de l'affaire. Norton, je veux que vous sachiez que votre volonté de poursuivre cette affaire a conduit à des enquêtes impliquant 12 autres familles dans le nord-ouest du Pacifique. Votre courage de parler a aidé d'autres victimes à obtenir justice. L'impact plus large de l'affaire était quelque chose que je n'avais pas anticipé. Mon histoire avait apparemment encouragé d'autres jeunes adultes à examiner plus attentivement leur propre situation financière familiale, conduisant à la découverte de schémas similaires d'exploitation et de fraude. Nous avons identifié un réseau de familles où les parents exploitaient systématiquement l'identité d'un enfant pour financer les opportunités d'un autre, a expliqué l'agente Martinez. Votre cas a fourni le modèle pour reconnaître et poursuivre ce type d'abus financier familial. Ce soir-là, oncle David m'a emmené dîner dans un restaurant surplombant Elliott Bay. Alors que nous regardions les ferries naviguer sur l'eau sombre, il a levé son verre de vin pour porter un toast. À Norton Williams, architecte en formation, victime de crimes devenu procureur,
est l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Je ne me sens pas particulièrement courageux, ai-je répondu honnêtement. La plupart du temps, j'ai l'impression d'essayer simplement de comprendre comment vivre normalement après tout ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui te rend courageux, a répondu oncle David. Le courage n'est pas l'absence de peur ou de confusion. Le courage, c'est choisir de faire ce qui est juste même quand c'est difficile et incertain. La conversation du dîner s'est tournée vers mes projets d'avenir, qui prenaient forme plus clairement chaque semaine. Mes performances au cabinet d'architecture avaient été suffisamment solides pour me valoir un poste permanent avec des responsabilités croissantes. L'Université de Washington m'avait accepté dans son programme de diplôme régulier avec une bourse partielle couvrant 60% des frais de scolarité. J'ai réfléchi à ce dans quoi je veux me spécialiser, ai-je dit à oncle David. Jennifer a suggéré le design durable et l'architecture environnementale, la création de bâtiments qui aident les communautés tout en minimisant l'impact environnemental. Ça semble parfait pour quelqu'un qui comprend comment les systèmes peuvent être utilisés pour aider ou nuire aux gens, a répondu oncle David. Tu as connu les deux côtés de cette équation. Au cours du mois dernier, j'avais également développé une relation avec la sœur de Jennifer, le docteur Amanda Chen, qui travaillait comme thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux et les abus financiers. Nos conversations m'avaient aidé à comprendre que la guérison d'une manipulation systématique était un processus continu plutôt qu'une simple question d'obtenir justice. La guérison de l'abus financier familial est similaire à la guérison d'autres formes de traumatisme, avait expliqué Amanda lors d'une de nos rencontres autour d'un café. Les violations de confiance sont profondes et réapprendre à faire confiance à son propre jugement prend du temps et de la pratique. Mais la guérison se produisait définitivement. J'avais arrêté de remettre en question chaque décision, arrêté de supposer que j'étais moins capable que les autres, et arrêté d'accepter les limitations des autres comme des faits sur mon potentiel. La semaine suivante a apporté une nouvelle qui a complété ma transformation de victime à survivant. Jake avait abandonné la faculté de droit et travaillait dans un restaurant à Portland, prenant la responsabilité de ses propres obligations financières pour la première fois de sa vie. Il s'en sort plutôt bien, en fait, a rapporté Tyler lors de notre appel hebdomadaire. Il a été promu directeur adjoint après 6 semaines et il parle de peut-être étudier le commerce ou la gestion hôtelière. Apparemment, il est doué pour organiser les gens et résoudre les problèmes des clients. L'information était encourageante car elle suggérait que Jake découvrait ses propres forces légitimes plutôt que de compter sur des opportunités volées à d'autres. Son succès semblait propre et mérité d'une manière que ses réalisations précédentes n'avaient jamais eue. Et la situation de la famille élargie, ai-je demandé. Tout le monde a été très solidaire avec toi, a répondu Tyler. Tante Linda et oncle Mark ont tous deux dit qu'ils étaient fiers de la façon dont tu as géré tout ça. Grand-mère Betty n'arrête pas de dire qu'elle a toujours su que tu étais le plus fort, même si elle n'a jamais rien dit sur le favoritisme. Les relations familiales qui avaient été construites sur une connexion authentique survivaient à la crise. Tandis que les relations bâties sur la tromperie et la manipulation s'étaient effondrées, c'était un processus de tri douloureux mais nécessaire. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu de Sarah Thompson, la conseillère d'orientation qui m'avait d'abord aidé à comprendre l'ampleur du sabotage éducatif de mes parents. Norton, je voulais vous faire savoir que votre histoire fait maintenant partie du matériel de formation que nous utilisons pour reconnaître la fraude éducative familiale, a dit Sarah. Nous avons identifié 6 autres étudiants dont les opportunités universitaires ont été systématiquement sapées par leur famille. Elle a expliqué que mon cas avait conduit au développement de nouveaux protocoles pour vérifier les communications des étudiants et détecter les signes de manipulation financière familiale. Les établissements d'enseignement étaient désormais mieux équipés pour protéger les étudiants du type de sabotage systématique que j'avais subi. Vous avez contribué à créer un changement positif qui protégera d'autres étudiants pour les années à venir, a conclu Sarah. C'est un héritage assez remarquable. Alors que l'automne arrivait à Seattle, je m'installais dans une routine qui semblait à la fois stimulante et durable. Mes journées étaient remplies de projets architecturaux qui sollicitaient ma créativité et mes capacités de résolution de problèmes. Mes soirées étaient consacrées soit aux cours universitaires, soit au temps passé avec Amanda, dont la compagnie m'apportait une stimulation intellectuelle et un soutien émotionnel. L'appartement que m'avait fourni oncle David devenait progressivement un véritable foyer, décoré avec des meubles que j'avais choisis et des livres que je lisais pour le plaisir plutôt que par simple obligation académique. Pour la première fois, mon espace de vie reflétait mes intérêts et ma personnalité réelle plutôt que les attentes des autres sur qui je devais être. Un soir, alors que je travaillais sur un dessin technique pour un projet de centre communautaire,
j'ai réfléchi à quel point ma compréhension du succès familial et de la valeur personnelle avait radicalement évolué au cours de l'année écoulée. Le Norton qui était assis, invisible, à ce dîner d'anniversaire il y a 8 mois, avait cru que l'amour signifiait accepter n'importe quel traitement que les membres de la famille choisissaient de fournir. Il avait pensé que le succès était déterminé par la reconnaissance des autres, et que sa valeur dépendait de leur approbation. La personne que j'étais devenue comprenait que l'amour exigeait un respect mutuel, que le succès se mesurait par la croissance personnelle et la contribution à la communauté, et que l'estime de soi venait du fait d'agir avec intégrité, quelles que soient les réactions des autres. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus. J'ai vu l'article de presse sur la condamnation de tes parents. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? J'ai réfléchi attentivement à sa question avant de répondre. Triste, mais libre. C'est douloureux de les voir faire face aux conséquences, mais je sens enfin que je peux construire une vie basée sur la vérité au lieu de mensonges. Marcus a répondu immédiatement. Tu as tellement changé depuis que tu as squatté sur mon canapé cette nuit-là. Tu es devenu quelqu'un qui se défend et n'accepte pas la manipulation comme normale. Je suis fier de toi. La validation de quelqu'un qui m'avait connu pendant ma période la plus sombre me semblait significative et méritée. Marcus m'avait vu me transformer d'une victime confuse en quelqu'un capable d'exiger l'honnêteté et de saisir les opportunités. Cette nuit-là, en regardant par ma fenêtre la ligne d'horizon de Seattle, j'ai pensé aux jeunes adultes qui pourraient vivre une manipulation et une exploitation similaires dans leur propre famille. Le travail d'enquête décrit par l'agente Martinez suggérait que l'abus financier familial était plus courant que la plupart des gens ne le réalisaient, caché par la honte et la loyauté familiale qui protégeaient les auteurs tout en faisant taire les victimes. J'ai pris une décision qui semblait à la fois effrayante et nécessaire. Je commencerai à parler publiquement de l'abus financier familial, partageant mon histoire pour aider d'autres victimes à reconnaître la manipulation et à trouver des ressources pour se rétablir. Le Norton effrayé et apologétique qui avait absorbé le blâme et accepté les limitations avait disparu pour toujours. À sa place se trouvait quelqu'un qui comprenait que le partage de vérités douloureuses pouvait empêcher d'autres de subir un préjudice similaire. Mon avenir se construisait sur des opportunités légitimes, des relations honnêtes et des réalisations authentiques. Pour la première fois de ma vie, je vivais en tant que moi-même plutôt qu'en tant que projet ou déception de quelqu'un d'autre. Le vrai travail de construction d'une vie pleine de sens ne faisait que commencer. Mais les fondations étaient solides, la vision était claire, et la personne qui construisait était enfin digne de la vie qu'elle créait. Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si vos réalisations n'avaient pas d'importance alors que d'autres recevaient toute la reconnaissance? Comment pensez-vous que vous réagiriez en découvrant que des membres de votre famille ont systématiquement sapé vos opportunités tout en se présentant comme aimants et solidaires? J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.